et qu'est-ce qui rend la situation complexe encore aujourd'hui. Donc, je commence par un petit graphique qui reprend, on va dire, la grande majorité de la crise qu'on connaît depuis septembre 2021. Les prix ont vraiment explosé l'année dernière, à partir de la guerre en Ukraine, mais elle avait déjà commencé, cette crise, dès septembre 2021, où on a déjà eu une hausse des prix qui était assez importante, avant que ça redescende dans les premiers mois de l'année. Donc janvier, février 2022, on était redescendu juste avant la guerre en Ukraine, mais on avait déjà eu un pic des prix sur le dernier trimestre 2021 qui s'est expliqué par des paramètres climatiques et économiques, où on a eu un hiver qui était relativement froid et surtout une relance économique après Covid qui était très importante. Et donc une demande qui explose et des moyens de production, ou du moins un niveau d'offre qui n'était pas suffisant à ce moment-là. Donc on a eu une première augmentation. S'en est suivi évidemment la guerre en Ukraine, des problèmes de corrosion sur des réacteurs nucléaires d'EDF. On a arrêté totalement l'approvisionnement en gaz venant de la Russie. Et on a eu également la sécheresse aussi l'été dernier, même si elle était un peu moins importante que ce qui est prévu pour cette année. Et donc, on va dire que de février 2022 à septembre, ce qui a causé cette crise, c'est plutôt des facteurs géopolitiques et psychologiques, où on a entendu, à partir de l'été, on risque d'avoir des coupures d'électricité parce qu'on n'a pas assez de production pour faire face au niveau de demande. Si on a un hiver qui est vraiment froid, on aura des coupures, des blackouts, et donc il faut mettre en place un plan de sobriété pour que chacun puisse moins consommer. Donc ça a été un point assez important. Et à partir de septembre, on a commencé à voir une baisse quand même du marché, et qui là s'est expliquée par le fait que la guerre en Ukraine, on a trouvé, nous, de nouveaux moyens d'approvisionnement en gaz, principalement du GNL des États-Unis, mais également de la Norvège, d'Algérie. Enfin, on a trouvé de nouveaux moyens pour remplacer le gaz russe, et on a commencé aussi à s'habituer à cette guerre qui traîne dans le temps. Elle devait être courte au départ et au final, elle s'éternise. Et donc, on a commencé à s'habituer un petit peu à vivre avec cette guerre et à trouver de nouveaux moyens. Et donc, on a vu que les facteurs géopolitiques avaient moins d'importance. Et ensuite, c'est plutôt les paramètres climatiques qui ont repris le dessus, en attendant justement de savoir comment l'hiver allait se passer. Si on a un hiver froid, est-ce qu'on va pouvoir le passer sans problème, en sachant qu'on avait bien rempli nos stocks de gaz et qu'EDF a quand même réussi à bien relancer ses réacteurs nucléaires. Donc au final, on s'est rendu compte qu'on a pu passer l'hiver sans problème, puisqu'on n'a pas eu un hiver très froid. Et surtout, on a aussi fait des efforts, chacun, collectivement, sur un plan de sobriété où on a plus ou moins consommé 10% de moins que ce qui était prévu ou ce qui a été consommé les autres années, ce qui a permis d'accentuer la baisse en début d'année. Et aujourd'hui, on ne l'a pas ici sur les graphiques, mais on est reparti sur des facteurs plutôt psychologiques. On peut le voir sur les graphiques, si je veux bien passer la slide, voilà. Là, vous avez un graphique qui reprend l'historique des prix de l'électricité de janvier 2022 à avril 2020, enfin à juin 2023, pardon. Puisque là, c'est les prix de clôture de vendredi. On peut constater qu'on a eu cette baisse jusqu'en début d'année, donc les facteurs climatiques. Et ensuite, on a commencé à revenir sur des facteurs psychologiques. On a eu une première baisse qui était très importante, où on est retombé à des niveaux de prix qui étaient les plus bas depuis les 18 derniers mois. Et on a eu une grosse hausse très importante qui correspond à une annonce d'EDF, où on a trouvé des nouveaux problèmes de corrosion sur un réacteur. Et le marché a tout de suite réagi en se disant, aïe aïe aïe, on n'aura pas assez de production nucléaire pour cet hiver. Si l'hiver est froid, à chaque fois, c'est que de la spéculation, on n'a pas encore d'informations sur les conditions météo de l'hiver prochain, forcément. Et donc, le marché s'inquiète tout de suite dès qu'il y a une annonce négative. Il réagit très vite et ensuite, il corrige, mais il met évidemment beaucoup plus de temps à baisser qu'à augmenter. Et là, on a le cas en ce moment où on a eu plusieurs annonces plutôt négatives sur le marché. Et en 3 jours, on a repris 20 euros, alors qu'on peut mettre 2 semaines, voire 3 semaines à baisser de ces 20 euros, parce que le marché réagit tout de suite. Donc, on voit que c'est vraiment psychologique. Dès qu'il y a un grain de sable dans l'engrenage, les prix remontent très très vite, avant soit de stabiliser, soit de revenir à la baisse, soit si c'est vraiment une annonce très importante et qui fait courir un risque, le marché continue de monter forcément plus haut. À la clôture hier soir, on était même repassé au-dessus des 190 euros pour 2024 et autour des 140 euros pour 2025. Pour le gaz, c'est la même chose. On a évidemment moins de volatilité.
on est quand même rassuré par les niveaux de stock de gaz qu'on a aujourd'hui. En Europe, tous pays confondus, on est autour des 70 de stock de gaz, puisqu'on a fortement injecté l'année dernière pour justement, contrer l'arrêt d'approvisionnement par la Russie. Donc on a acheté énormément pour remplir les stocks au maximum et on a eu un hiver qui était relativement doux, donc on est sorti de l'hiver avec plus ou moins 50 de stock au niveau européen, ce qui fait évidemment moins à racheter aujourd'hui. Et donc, on est déjà rentré depuis un mois et demi dans la période de réinjection où on refait du stock en attendant l'hiver, avec un objectif qui sera probablement similaire à celui de l'année dernière, c'est-à-dire avoir un stock de gaz d'ici début novembre autour des 85%. Donc, on a quand même moins à racheter aujourd'hui, ce qui permet de limiter un petit peu cette volatilité, mais on a des annonces qui sont plutôt négatives aujourd'hui, que ça soit au niveau électrique ou au niveau gaz. On a par exemple EDF qui a annoncé du retard de relance sur le réacteur Chinon 1 d'un mois. Donc déjà sur le programme de maintenance, il y a un réacteur qui va être repoussé d'un mois avant d'être relancé. C'est pas forcément une annonce qui est très importante, mais le marché a tout de suite réagi. On a l'Arabie Saoudite qui a aussi annoncé diminuer sa production de pétrole. Et enfin, au niveau du gaz, on a eu une annonce hier qui a fait monter le marché de façon assez importante. C'est que le programme de maintenance en Norvège a aussi un retard qui est estimé à 10 jours. Donc, c'est des annonces qui sont faites et tout de suite, le marché réagit. On a pris quasiment 4 euros sur le marché allemand hier, juste après cette annonce. Donc, on voit vraiment qu'on a un marché qui est encore très frileux et on n'est pas complètement sorti de la crise. Le marché a besoin de se rassurer, de retrouver des fondamentaux sûrs et stables pour pouvoir voilà, avoir une baisse dans la durée ou se stabiliser à des prix autour des 40-50 euros pour le gaz et peut-être 180 ou 200 euros pour l'élec. Ça reste des suppositions puisqu'aujourd'hui, c'est difficile d'estimer comment le marché va évoluer dans les prochains mois. Si on retrouve des annonces plutôt positives, le marché évidemment reviendra à la baisse. Si on continue d'avoir des annonces négatives, on peut voir le marché aussi remonter à des niveaux au-dessus des 200 euros, notamment pour l'électricité, ce qui était le cas en avril. Donc on suit tout ça fortement. Et pour ça, on a quand même plusieurs moyens de suivre l'évolution pour essayer de l'anticiper au maximum. C'est évidemment le calendrier de maintenance d'EDF pour les réacteurs nucléaires qui est surveillé de très très près, puisqu'à chaque annonce qu'on peut avoir, aussi bien positive que négative, le marché va réagir en prévision de l'hiver prochain. C'est également la disponibilité des centrales gaz et charbon en Allemagne, puisque forcément, ça aura un impact sur le niveau d'offre européen. Les conditions climatiques. Alors, le niveau de sécheresse, la sécheresse a été annoncée beaucoup plus tôt que l'année dernière et les niveaux d'eau ne se sont pas remplis autant que ce qu'on a pu avoir aussi l'année dernière, ce qui peut avoir un impact alors, sur la production nucléaire peut-être, mais également sur les barrages hydrauliques qui sont principalement utilisés dans les heures de pointe en hiver. Et si les barrages hydrauliques ne sont pas assez remplis, on ne pourra pas les utiliser comme on le souhaite. Et c'est toujours dans le cas d'un hiver très froid où on a besoin de beaucoup de production. Si on n'a pas assez de barrages hydrauliques pour produire l'électricité, ça pourra causer des problèmes. Et ça reste évidemment que de la spéculation. On a ensuite les prix du gaz, et donc forcément, les prix du gaz vont varier selon différents facteurs. La production nucléaire, d'une part, si on n'en a pas assez, on va devoir faire appel à plus de centrales à gaz pour produire l'électricité, ce qui va augmenter la demande en gaz et donc faire augmenter les prix forcément. On a également les niveaux de stockage, les températures qu'on pourrait avoir l'hiver prochain qui pourraient faire remonter les prix, et également la demande asiatique. Pour l'instant, ça fait plusieurs mois qu'on nous dit que le marché asiatique repart après le Covid, mais ça reste assez timide. On n'est pas à l'abri qu'ils réaugmentent leur demande en gaz et forcément, les États-Unis iront leur vendre du gaz si les Chinois sont prêts à prendre plus cher que ce qu'on l'achète en Europe. Donc c'est aussi un point important à surveiller. Et là, en ce moment, on a aussi un ralentissement de l'approvisionnement et du stockage au niveau européen et notamment en France, où on a moins de déchargements, au moins jusqu'à début juillet. Et on a le programme de maintenance qui était prévu au départ en Norvège, mais qui devait se terminer mi-juillet, qui a été repoussé du coup de 10 jours, comme je l'ai annoncé juste avant. Donc tous ces points-là, c'est des facteurs qui vont influencer le niveau d'offre et les capacités de production, et donc forcément les prix. Et ensuite, au niveau de la demande, c'est aussi les températures qu'on va avoir cet été notamment. Si on a une canicule, on va consommer plus d'électricité pour se refroidir, pour climatiser. Et donc, il faut aussi qu'on puisse avoir les bons moyens de production. Et après, pareil, il va falloir surveiller les niveaux de production
pour l'hiver prochain, dans le cas où, encore une fois, on a un hiver froid. Nathan, Juste un Je Nathan? sais instant, pas si Nathan. oui, Il y j'allais dire, a je sais pas s'il Bastien y a a des levé la main questions pour d'ici. poser une question. Oui, Ouais, vous m'entendez ou pas? Ouais. Ouais, oui, 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 Ouais. Donc Bastien, moi je suis expert Horace là en photovoltaïque hein, pour la société IUL. oui. Pour les néophytes, si on revient sur tes courbes d'évolution du prix de l'élec, est-ce que de la manière la plus pédagogique possible, tu peux nous dire la différence entre un prix spot, un prix base load et un prix à terme? Parce que des graphiques comme ça, on en voit tout le temps et c'est vrai qu'on peut s'affoler quand on Oui. voit les gros pics qu'il y a là au 1er juillet. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut regarder sur un graphique? Et parce que dans les médias, on voit tout et n'importe quoi. Euh, Ouais, alors Qu'est-ce qu'il là, faut vous avez lire en devant fait? vous, Et qu'est-ce que c'est un prix à terme 2024-2025 du Q1, du Q2, du Q3? Comment on l'interprète le graphique aujourd'hui en fait? Et qu'est-ce qu'on en analytique, qu'est-ce qu'on en tire sur demain? ouais, alors on n'a pas les Q1, Q2, Q3 et Q4 sur ce graphique-là, mais ce que vous voyez ici, c'est les graphiques des prix qu'on appelle base load. Donc je reviendrai sur cette notion après, j'ai prévu une slide. Ok. Le base load, c'est une partie de votre profil de consommation et c'est globalement, enfin c'est toujours une majorité de votre profil. Et donc c'est la moyenne des prix. Si on voit 183, c'est la moyenne des prix que vous allez avoir sur les 4 trimestres 2024 pour ce graphique-là. Euh, Aujourd'hui, si on prend sur les marchés à terme. Si on veut voir la différence entre le prix spot et le prix à terme, le prix spot, c'est le prix au jour le jour. Donc le prix au jour le jour, c'est on a des moyens de production en ce moment, on a une capacité de production, on a un volume de consommation aujourd'hui et ça va déterminer un prix spot. Donc forcément, plus on a de moyens de production qui répondent à la demande actuelle, donc au jour le jour, plus les prix spot seront bas. Et à Dès la qu'on a rigueur, un moyen, oui, le prix spot, il ne va pas concerner les industriels qu'on accompagne. Le prix spot, il concerne les fournisseurs ou les gens qui revendent au gré à gré. Mais quand on pas parle, forcément. pas forcément, parce que toi, l'année dernière, on était là, attends, le prix spot est à 1 000 € du mégawattheure, tout le monde s'affolait. Mais à la rigueur, ça ne concerne pas l'Indus qu'on accompagne. Lui, il Non, non. achètera pas au prix spot, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pas forcément. Aujourd'hui, les blocs plus spot, donc c'est des offres qui existent, qui sont proposées par les fournisseurs, elles sont réservées aux gros consommateurs, ceux qui Ok. consomment plusieurs dizaines de gigas et qui ont un suivi très poussé de leur consommation. Pour leur cas, à eux, ils achètent au jour le jour, ou du moins une partie de leur volume est achetée au jour le jour. Et donc, ils varient avec leur consommation, ils réservent une partie de leur volume et le reste est acheté sur le marché spot directement. C'est des offres qui tendent à se démocratiser plus dans les prochaines années, puisqu'en fait, actuellement, les offres que les industriels ou les TPE, PME peuvent recevoir, c'est des offres qu'on appelle enfin, c'est des offres qui sont par rapport au marché à terme. Donc, ce que vous voyez devant vous, c'est le graphique des prix à terme, donc pour les années futures. Le marché des prix à terme, il fonctionne par prévision des prix spot. Je ne sais pas si je vais être assez clair, mais je vais essayer. Aujourd'hui, on a un prix au jour le jour, le marché spot. Et pour pouvoir acheter son énergie sur le marché à terme, quand on est un petit consommateur, eh bien, le marché va estimer les prix spot pour les prochains mois, les prochaines années. Donc, en l'occurrence, là, les 3 prochaines années. C'est une estimation des prix spot qu'on va avoir en 2024, en 2025 et en 2026 avec les moyens de production qu'on a aujourd'hui et les différentes annonces qu'on peut avoir sur les moyens de production futurs. Donc là, c'est qu'une projection. Si on veut avoir une offre bloc plus spot, il faut évidemment consommer un gros volume, mais on peut également en avoir si on consomme un petit peu moins. Et l'intérêt, c'est que c'est vous qui allez porter le risque. Des variations par rapport aux moyens de production, le marché spot, le prix est différent tous les jours. L'intérêt d'un fournisseur, c'est de vous éviter ça. Donc, il va prendre des risques. Souvent, vous n'êtes pas engagé sur un volume de consommation. Vous avez signé un contrat sur 2 ou 3 ans avec un prix fixe, un prix à Rennes. Voilà, il y a différentes offres. Mais peu importe le volume de consommation que vous allez avoir, votre prix, normalement, il ne change pas sur la durée du contrat. Par contre, le fournisseur va devoir acheter ou revendre les écarts de consommation par rapport à ce qui était prévu au moment de la signature. Donc, il prend des risques et il intègre donc des primes de risque dans le contrat que vous allez signer. Si vous êtes sur une offre spot, donc vous achetez à la journée,
Le fournisseur prend pas de risque puisqu'en fait, vous allez acheter les écarts de consommation ou votre volume réel sur le marché spot au jour le jour. Donc les prix sont plus intéressants puisque le fournisseur ne prend pas de risque. Par contre, c'est vous qui prenez le risque. Si on a plein de mauvaises nouvelles, comme c'est un peu le cas en ce moment ou ça a été le cas l'année dernière, le marché spot, il explose. Pourquoi? Parce qu'au jour le jour, on a des problèmes de production, on n'arrive pas forcément à faire face à la demande de consommation des, voilà, des particuliers, des professionnels, et donc le prix spot, il explose. Si le prix spot explose, les marchés à terme, donc les graphiques que vous voyez là, eux aussi vont augmenter de façon assez importante, puisqu'on a des problèmes de production aujourd'hui, on aura forcément des problèmes de production plus tard. L'intérêt d'acheter sur le marché à terme pour les plus petits consommateurs, c'est qu'on peut acheter sur plusieurs années, donc en l'occurrence 1, 2 ou 3 ans. Et plus on achète tôt pour les années futures, moins dans la logique, moins c'est cher. Pourquoi? Parce que les problèmes de production qu'on peut avoir aujourd'hui et qui peuvent impacter les prix, on estime qu'ils seront en partie résolus en 2025 par exemple. Si on regarde la courbe jaune, c'est les prix pour 2025. On est 50 € moins cher que 2024 si on signait aujourd'hui, parce qu'on estime que les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui seront en partie résolus. Si on n'a pas assez d'approvisionnement en gaz, on aura peut-être trouvé un autre fournisseur de gaz, peut-être au Moyen-Orient ou autre, qui nous permettra de répondre à la demande. Et donc, plus on achète en avance, plus on peut avoir des tarifs préférentiels. Ça, c'est dans la logique des choses. Après, forcément, quand il y a un marché aussi instable qu'aujourd'hui, c'est difficile de vous dire signer au-delà de 2025, aller jusqu'à 2026, même si le prix paraît intéressant. Et il y a un dernier point que je peux ajouter là-dessus, c'est qu'on a en France une spécificité, c'est qu'on a le mécanisme ARENH. Si vous avez déjà négocié les contrats d'électricité, vous en avez déjà entendu parler aussi. C'est un mécanisme qui est unique en France où, en gros, EDF doit vendre un quart de sa production nucléaire aux fournisseurs alternatifs. Ce mécanisme est voué à s'arrêter au 31 décembre 2025. On ne sait pas encore s'il sera supprimé, remplacé, modifié. Et aujourd'hui, si vous vous engagez sur un contrat pour 2026, vous vous engagez normalement sur un prix fixe marché. J'ai vu des offres de certains fournisseurs qui proposent un prix ARENH pour 2026. Euh, c'est des contrats qui sont, à mon sens, en tout cas bancals, puisque normalement, l'ARENH est censée s'arrêter au 31 décembre 2025. Et le gouvernement a annoncé qu'ils travailleront sur ce sujet d'ici à la fin de l'année et feront des annonces d'ici à la fin de l'année. En attendant, on ne sait pas du tout par quoi il sera remplacé. Et donc, s'engager pour 2026, c'est prendre un risque quand même, que vous passiez à côté d'une opportunité si le mécanisme est juste modifié, peut-être rehaussé au niveau du prix, puisqu'aujourd'hui, l'Arenh est fixée à 42 euros. Peut-être que le gouvernement va décider de laisser ce fonctionnement, mais en passant à 60, 80 euros. Si vous signez aujourd'hui un contrat en prix fixe marché, vous ne pourrez pas derrière rebasculer sur une offre Arenh. Donc, c'est juste un petit point de méfiance. Nous, en ce moment, on conseille plutôt de s'engager jusqu'au 31 décembre 2025 et d'attendre les annonces du gouvernement avant de pouvoir signer au-delà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question par rapport au marché spot et à terme. Ouais, si, c'est ça. Et le base load, c'est quoi? C'est du à terme, en fait, c'est pareil? Oui, oui, oui. C'est le Mais base load, c'est une partie du profil de consommation. Je pourrais y venir juste après s'il n'y a pas d'autres questions. OK. OK, OK. Une question de Monsieur Buzyn. Oui, Oui, bonjour, Samuel Buzyn, donc responsable financier de Sarel, société industrielle. Nous, on consomme à peu près 5, 6 gigas d'électricité et 8 de gaz par an, à peu près. oui, On était sur des contrats qui se terminent en 2023, parce qu'on avait acheté au moment où bah, le marché était au plus bas pendant le Covid. Et oui, aujourd'hui, bah, forcément, lorsqu'on voit les prix, on se dit, si on s'engage, sur des durées, bah, on part sur des prix qui sont déjà 2 voire 3 fois plus chers que ce qu'on a aujourd'hui. C'est difficile de se positionner. On souhaiterait avoir des offres, sur du spot parce qu'on se dit: «Bah, après tout, autant être, en spot et puis éventuellement faire même de la couverture». Je ne sais pas si vous en faites et oui, et en fait tout ça fait que, nos fournisseurs habituels,
Engie Total, et j'ai fait des demandes à EDF. J'ai eu une proposition sur du gaz en spot, mais pour l'électricité, j'ai pas moyen d'obtenir une proposition en spot. Et, ce que je comprends pas, c'est est-ce qu'ils ont les fournisseurs, si on demande du spot, est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Ils sont pas obligés de le faire? Pourquoi ils répondent pas? Voilà, je suis un petit peu perdu par rapport à Oui. ça aujourd'hui. Alors, avec votre volume, donc vous m'avez dit 5 gigas en électricité, effectivement, tous les Ouais, 5, fournisseurs ne vont pas répondre sur des offres bloc plus spot. Certains le font à partir d'1 giga 5, 2 gigas, voire, enfin, évidemment plus. Mais les fournisseurs ont chacun des conditions commerciales, des offres qu'ils proposent, et c'est souvent en fonction de votre volume et du nombre de compteurs que vous allez pouvoir accéder à ce type d'offre. Donc, c'est on n'a EDF, qu'un par exemple, compteur et Engie. on n'a qu'un site et OK. un compteur gaz, un compteur électrique. OK. Mais en tout cas, EDF, Engie, Total ne sont pas obligés de vous répondre quand vous demandez une offre bloc plus spot. Si eux ne le proposent pas ou le proposent, mais pas pour votre volume, ils proposent peut-être pour des plus gros consommateurs. Dans ce cas-là, il y a d'autres fournisseurs qui peuvent vous proposer ce type d'offre, mais les fournisseurs que vous avez cités, eux, auront des offres plutôt peut-être indexées avec des fixations, Bah, mais ils ont pas, aujourd'hui pas des sur du bloc offres plus avec spot, ça reste sur les marchés à terme. voilà, aujourd'hui, ils ont des offres avec, assez classiques, sur, les heures creuses, heures pleines, hiver, été, puis les pointes. Et forcément, quand on est en hiver, c'est, des prix, complètement surréalistes, et puis, quand on est en été, on retombe à des prix, assez corrects. Mais forcément, bah, c'est un peu en hiver qu'on consomme le plus, et donc après, bah, Oui. se pose la Alors, question même d'arrêter de produire ou autre, quoi, en fait, hein. Mmh. il y a plein de questions à se poser. Ça peut être l'effacement, ça peut être effectivement diminuer ses consommations ou les décaler si c'est possible, principalement sur les heures creuses. Il y a beaucoup de questions à se poser pour essayer d'optimiser son profil de consommation et ses achats. Mais voilà, les fournisseurs, eux, ont un certain type d'offres qui proposent en fonction de votre volume de consommation, et d'un fournisseur à l'autre, ça change. C'est pour ça que je vous disais, il y a des fournisseurs qui acceptent de proposer des offres bloc plus spot quand vous consommez que 1 giga 5 ou 2 gigas, Mmh. alors que les gros fournisseurs vont réserver ces types d'offres Mmh. plutôt à des gros consommateurs. Et pour vous, voilà, soit des offres classiques avec de l'arène et une protection contre l'écrêtement, ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui, soit sinon des Alors, offres en indexées parlant de avec la reine, fixation. Oui. justement, en parlant de la reine, aujourd'hui, ils font des propositions avec et hors arène, sauf que, avant, on était, plutôt à avoir une proposition d'un contrat fixe, et Mmh. ensuite c'était à nous de gérer la reine, et ce qui nous a, causé un gros problème, puisqu'on a dû payer, quasiment le double, suite aux problèmes qu'on a rencontrés, et on Ouais. avait revendu notre arène, avec un prix, et avec un écrêtement qui a été catastrophique pour nous, quoi. Et Alors, aujourd'hui, il y a j'ai l'impression que comme c'est, beaucoup plus intéressant, d'aller, revendre nos droits arène sur le marché, parce qu'entre 42 € et le prix de marché qui est beaucoup plus important, bah, ils se gardent eux-mêmes la marge, de l'arène, finalement. ça encore une fois, ça dépend de votre contrat, des clauses que vous avez négociées, des fournisseurs. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, qui est assez difficile forcément à entendre, mais les prix que vous avez négociés en 2020 pendant le covid, il faut considérer l'année 2020 et l'année 2022 comme 2 années très spéciales. En Oui, 2020, on a eu une chute de la demande, on avait beaucoup trop de production par rapport à la demande, les prix s'écroulent. À l'inverse, 2022, c'est totalement l'inverse. On a beaucoup de demandes, plus assez de production. Donc les prix de 2020, même si on s'y est habitué pendant 2 on ou est bien 3 ans, on d'accord. en a Mmh, profité, c'est mmh. pas des prix qui sont liés vraiment au coût de l'énergie. Même si voilà, c'est normal, on compare forcément le contrat qu'on a aujourd'hui avec celui qu'on doit signer dans les prochains mois. L'Arenh, c'est un mécanisme, qui a des avantages, des inconvénients forcément. Avec un marché comme aujourd'hui, il permet de limiter la hausse des prix de l'énergie, mais il faut savoir l'utiliser et ne pas, en fait, l'Arenh, il est très bon pour faire baisser les prix, mais si en fin d'année, effectivement, on n'a pas eu une protection d'écrêtement, on n'a pas revendu une partie de ses droits Arenh,
et qu'on a une demande qui explose et un écrêtement qui est très élevé comme ce qu'on a eu l'année dernière. L'année dernière, on a eu un taux d'écrêtement de 32. Donc l'écrêtement, c'est que, les fournisseurs alternatifs ont demandé 140 TWh à EDF, alors qu'EDF ne doit en vendre que 100. Donc les 40 TWh de trop, qui ont été demandés par les fournisseurs, ont dû être rachetés sur le marché. Ils vous les ont vendus à 42 € sur le contrat au départ et au final, ils ont dû les racheter à 450 € et forcément, ils vous appliquent la différence. C'est ça, Donc si vous n'avez pas de protection écrêtement, le contrat que vous aviez signé au départ était très intéressant, mais avec l'augmentation, c'est quasiment un fois 2 si vous aviez c'est signé en ça, 2020 c'est ça. sur votre contrat et sur les prix que vous allez réellement payer. Donc depuis l'année dernière, je pense que la grande majorité des fournisseurs proposent aujourd'hui une protection écrêtement ou ce qu'on appelle de l'indexé ARENH minoré. Donc, vous ne demandez pas la totalité de vos droits pour vous protéger en partie ou totalement contre un écrêtement en fin d'année. Oui, Ce bien qui fait sûr. que vous allez payer plus cher sur le contrat que vous signez aujourd'hui, mais vous acceptez de payer plus cher pour éviter d'exposer Mmh. votre budget en fin d'année où on ne sait pas du tout à quel niveau de prix on sera en fin d'année et donc au niveau d'écrêtement. Ça ne se faisait pas avant parce que forcément, les offres indexées à Rennes, on en a plus ou moins toujours eu, mais avec un marché qui oscillait entre 45 et 60 € jusqu'à fin 2020, l'impact d'un écrêtement, il avait quelques euros, c'était pas important. Mmh. Avec un marché qui explose, là, on s'est rendu compte que c'est une offre intéressante sur le papier, mais qui peut être aussi très dangereuse et se retourner contre nous. Et donc là, maintenant, les fournisseurs proposent des solutions pour se protéger contre l'écrêtement. Et en fonction de votre volume, vous pouvez négocier des clauses avec les fournisseurs pour pouvoir avoir un bénéfice si vous revendez une partie de vos droits à Rennes sur le marché, ce qu'on appelle faire un swap, et ça vous Oui. permet de diminuer votre prix. Et en fait, Mais ça, aujourd'hui, on peut forcément, il faut pouvoir le avant, négocier ils le avec les vendaient, fournisseurs. je préférais qu'en 2020, ils le vendaient où c'était nous qui faisions notre swap d'arène et qui décidions. Aujourd'hui, ils le font plus. Et je trouve ça dommage parce que quelque part, OK, on avait pris un risque qu'on pensait être, plutôt, maîtrisable et puis finalement, ça a été l'inverse. Aujourd'hui, finalement, on se retrouve avec l'effet inverse où j'ai quand même l'impression on est, on serait beaucoup plus favorable à faire nos swaps et avec des niveaux de prix super intéressants, même s'il y a un écrêtement. L'écrêtement sur un niveau très fort de prix, et un swap qui était, à un très haut niveau, fait qu'on serait de toute façon gagnant, quoi, quelque part. Parce que, Voilà, mais il y a que encore une mmh, fois, ça dépend de la clause de contrat que vous pouvez avoir et des fournisseurs, puisqu'ils ont chacun leurs conditions commerciales. Certains sont plus souples que d'autres, et donc vous permettent de pouvoir revendre vos droits à Rennes, soit à la totalité, soit en partie, ce qui vous permet de garder une partie d'arène dans votre prix, mais de revendre peut-être 35 et ce qui vous protégera contre un écrêtement de 35 par exemple. ouais, ouais, Donc ça, voilà, ça dépend des fournisseurs, il faut les mettre en concurrence, analyser les contrats pour pouvoir avoir l'offre qui nous paraît la plus intéressante. mmh, Je vous propose de garder vos questions pour qu'on puisse encore un petit peu avancer. J'ai vu qu'il y avait des Ouais. questions, Aurélie, tu as levé la main également. Pas de souci, on pourra les poser juste après, mais qu'on puisse avancer dans le contenu, il y aura peut-être déjà les réponses que vous attendez. Mais Ouais. gardez-les de côté, vos questions, on pourra les poser à la fin. Donc là, je voulais aborder un point important qui concerne ce que j'ai donné tout à l'heure, le prix base load. Dans le fonctionnement du marché de l'énergie et les fournisseurs, quand ils vous proposent une offre et un prix, ils se basent sur plusieurs facteurs. Le premier, c'est votre profil de consommation. C'est clairement lui qui va déterminer votre prix. Le timing d'achat sur le marché et votre profil de consommation. Votre profil de consommation, il est scindé en deux parties. La première, c'est votre consommation qu'on appelle de base, donc le base load. C'est un bandeau régulier de consommation que vous allez avoir entre minuit et minuit. Donc sur une plage de 24 heures, vous avez un bandeau régulier où vous n'avez pas de dépassement et vous avez des consommations plutôt régulières. Ça va constituer votre profil de consommation base. Et vous avez ensuite les consommations de pointe. Consommation de pointe, c'est tout ce qui va dépasser de ce bandeau entre 8 heures et 20 heures. Ces deux points-là, plus vous allez avoir de consommation de pointe, donc une consommation irrégulière avec des pics très importants en journée, plus vous allez avoir un pourcentage de pics élevé et donc un prix, forcément, quand on va demander une offre au fournisseur, qui sera élevé.
L'objectif, c'est d'avoir le profil de consommation le plus linéaire possible sur l'année et sur une journée complète pour que ce soit plus simple pour le fournisseur d'acheter sur le marché. Forcément, si vous avez une consommation qui est régulière, c'est plus simple pour eux pour acheter et ça vous permet d'avoir des meilleurs prix. Donc, je reviendrai juste après là-dessus, mais donc les offres que vous pouvez avoir des fournisseurs sont constituées par votre pourcentage de consommation de base et votre pourcentage de consommation de pointe, qui sont deux marchés entre guillemets différents. Ensuite, on peut ajouter forcément de l'arène, qui va être calculée par rapport à votre profil de consommation. Plus vous consommez en heures creuses le week-end et entre avril et octobre, plus vous allez avoir de droits à Rennes et donc forcément un profil intéressant puisque vous consommez là où il y a le moins de demandes sur le réseau. Et donc là, vous avez plus de droits à Rennes, ce qui vous permet là aussi de faire diminuer votre prix. Le profil de consommation, il représente 90 à 95% de votre budget quand vous demandez une offre au fournisseur. Les 5 ou 10% restants sont les marges commerciales des fournisseurs, forcément, la facturation, le recouvrement, le risque de défaut de paiement, etc. Puisqu'aujourd'hui, ils prennent quand même beaucoup de risques. Vous avez des prix qui explosent et ils font très attention à votre note financière puisque forcément, eux achètent le volume. Quand vous négociez un contrat avec eux, ils achètent le volume tout de suite. Et si vous ne payez pas, ils perdent de l'argent. Pareil, si vous avez des gros écarts de consommation, eux, ils achètent un volume prévisionnel. Vous n'êtes très souvent pas engagé sur un volume de consommation. Mais eux, derrière, vont devoir acheter ou revendre les différences de consommation et donc ils prennent des risques puisqu'on ne sait pas comment le marché va évoluer. Et donc ça fait partie de la couverture de risque. C'est que le fournisseur va devoir, comme je le dis, acheter ou revendre et en fonction des prix du marché, il peut encore une fois perdre de l'argent. Donc il se couvre en rajoutant une marge supplémentaire pour pouvoir faire ses actions sur le marché. Et ça représente 5 à 10% de votre prix et le reste, c'est vraiment votre profil de consommation qui va le déterminer. Je vais mettre l'exemple juste ici. Vous avez un graphique, alors les prix ne sont pas forcément à jour, mais c'est juste pour vous montrer l'écart. Vous avez un graphique avec les prix baseload le 26 avril 2023, donc c'est les prix baseload pour 2024. On était à 179 €. Plus vous avez un profil baseload important, donc un pourcentage important de votre volume de consommation en base, plus votre prix se rapprochera des 179 €. Le même jour, le prix peak load pour 2024 était à 285 €. Donc, on avait un écart qu'on appelle le spread de plus de 100 €. Si, encore une fois, vous avez un pourcentage de pointe, donc de peak load qui est important dans votre profil, une consommation très irrégulière avec des pics de consommation en journée, plus votre prix sera élevé par rapport à une entreprise qui consomme de façon linéaire sur la journée, qui n'a pas des gros pics de consommation et qui a un pourcentage de base plus important. C'est deux notions qui sont difficiles à comprendre, à surveiller quand on est une entreprise et que ce n'est pas notre cœur de métier, puisque vous n'avez pas forcément de visu sur vos courbes de charge, vos consommations à la journée, etc. Mais il y a des solutions qui existent pour pouvoir les surveiller, comprendre comment vous consommez et pour trouver ensuite des actions à mettre en place. Horace le fait très bien pour accompagner les entreprises, pour les aider à comprendre leur consommation et essayer de les améliorer. Ça n'aura pas un impact tout de suite si vous devez négocier pour demain votre prochain contrat d'électricité, mais mettre en place des actions aujourd'hui pour améliorer son profil de consommation, ça vous permettra sur le long terme, dans les prochaines négociations que vous ferez, d'avoir de meilleurs prix. Pourquoi? Puisqu'il faut au moins 1 an d'historique de consommation pour avoir les bénéfices d'actions que vous allez pouvoir mettre en place. Typiquement, décaler une partie de votre production en heure de nuit, donc en heure creuse, si c'est possible de le faire. Décaler peut-être de la production le week-end. Voilà, essayez de trouver des solutions à mettre en place. Il y en a un certain nombre qui vous permettront de diminuer votre pourcentage de pointe, donc de peak load, augmenter votre pourcentage de base et donc ainsi faire diminuer le prix que vous allez pouvoir obtenir de la part des fournisseurs. Et donc ça, il faut 1 an d'historique de consommation pour voir l'impact d'actions que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui. Mais c'est déjà très important de commencer à les mettre en place dès maintenant pour les prochaines négociations. Et donc, dans la constitution des offres, j'ai vu qu'il y avait une main levée, on pourra y répondre juste après. Dans la constitution des offres par les fournisseurs, ils prennent donc ce qu'on appelle, nous, une formule indexée. Donc, quand vous avez un gros volume, vous avez une offre avec une formule. Quand vous avez un petit volume de consommation, vous ne voyez pas forcément la formule.
mais elle est constituée du prix de base et du prix de pointe, donc du marché aujourd'hui, du marché à terme, pour revenir sur les échanges qu'on a eus tout à l'heure. Et vous avez ensuite votre pourcentage de consommation de base. Donc là, c'est vraiment votre profil de consommation et votre pourcentage de pointe. Quand vous allez négocier avec des fournisseurs, vous allez les mettre en concurrence. Vous allez avoir la partie négociation sur ce qu'on appelle l'add-on. L'add-on, c'est la marge commerciale du fournisseur, qui représente 5% peut-être du prix que vous allez pouvoir obtenir. Deuxième point, c'est la prise de décision. C'est ce que je disais, c'est le timing d'achat. À quel moment on achète sur le marché et à quel moment on signe son contrat. Forcément, si on achète à un moment où le marché est très élevé, on aura des prix très élevés, ça paraît logique. Maintenant, il est très difficile de savoir quand est-ce que ce sera le bon moment. Il faut attendre le 31 décembre pour faire le bilan et se dire est-ce que j'ai choisi le bon moment pour signer ou non. Et personne aujourd'hui n'est capable de vous dire comment le marché va évoluer dans les prochains mois. Une autre action à mettre en place, c'est la sobriété. Ça rejoint ce que je disais juste avant, d'améliorer son profil de consommation. L'objectif, ça va être de mettre en place un certain nombre d'actions pour pouvoir diminuer son pourcentage de pointe, diminuer également ses consommations pour avoir le meilleur prix possible. Et le dernier, c'est plutôt sur du long terme, c'est essayer de travailler sur des solutions peut-être d'autoconsommation pour là aussi diminuer votre pourcentage de pointe, peut-être diminuer aussi votre volume de consommation en faisant voilà, de l'isolation, etc. Il y a beaucoup, encore une fois, d'actions à mettre en place pour vous permettre de diminuer votre volume et forcément, ça diminuera votre budget énergie. Sur la partie achat, il y a plusieurs fonctionnements possibles. Le premier, c'est le groupement d'achat qui vous permet de mutualiser les volumes pour mieux négocier. Plus on a un volume important, plus on va intéresser de fournisseurs, plus on va pouvoir avoir accès à des offres qu'individuellement on n'aurait pas si on a un volume qui est trop petit. Ensuite, c'est de faire des achats groupés par profil de consommation. Le but, c'est pas de mettre un industriel qui est fermé au mois d'août et qui consomme beaucoup en hiver pour se chauffer dans le même lot qu'un camping qui travaille uniquement l'été et donc qui utilise de l'électricité là où il y a le moins de demandes sur le réseau et donc qui a un profil qui est favorisé par le fonctionnement de l'énergie aujourd'hui. Si on met les deux dans le même lot et qu'ils payent le même prix, ça veut dire que le camping va payer très cher son énergie à cause de l'industriel. Donc l'objectif, c'est de regrouper les entreprises en fonction de leur profil dans des lots et de négocier des offres par lot. Ça, nous, par exemple, chez Collectif Énergie, on le fait. Avec Horace, c'est ce qu'on fait puisqu'on a lancé un achat groupé. Et ensuite, il y a juste un point quand même qui est assez important, c'est quand vous faites partie d'un groupement d'achat, vous n'avez pas forcément la main sur le timing d'achat. On est dans un collectif et donc on va essayer d'avoir un volume assez important pour pouvoir négocier au mieux les prix, mais on a quand même les aléas de l'évolution du marché et il est possible que le marché s'emballe pour des mauvaises annonces, on soit intégré dans le groupement et on ne puisse pas valider notre prix, on est obligé d'attendre la fin des négociations. Et donc tout seul, si on avait signé un marché bas, on aurait peut-être eu des meilleurs prix. C'est une notion quand même importante. Le groupement d'achat a un intérêt économique, oui, mais on n'a pas la main sur la prise de décision et on a aussi plus de difficultés avec le timing du marché à pouvoir bénéficier des opportunités. La deuxième solution, c'est comme beaucoup le font encore aujourd'hui, c'est de le faire individuellement, négocier ses contrats d'énergie individuellement. Là, on a la main sur la prise de décision, mais on n'a pas forcément accès à toutes les offres que les fournisseurs peuvent proposer. Notamment, on parlait tout à l'heure de l'off-block du spot. Certains fournisseurs, il faut consommer plusieurs dizaines de gigawattheures pour y avoir accès, puisque là, on rentre dans des catégories peut-être grands comptes chez ces fournisseurs-là. Et donc, ils ont accès à des offres qu'on ne peut pas avoir. Donc, il y a, voilà, l'individuel, il y a toujours des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Il faut aussi avoir un circuit de décision qui est rapide. Dans le cas du groupement d'achat, le porteur du contrat va prendre la décision d'acheter à un moment sur le marché quand il aura estimé que la négociation est bonne. Si vous gérez individuellement, les offres qu'on reçoit en ce moment, elles sont valables à la journée. Si les offres sont valables à la journée et que vous avez un circuit de décision où il faut passer par 3, 4, 5 personnes pour valider un contrat, vous allez avoir beaucoup de mal à signer une offre voilà, valable dans la journée. Il va vous falloir plusieurs tours et donc vous pouvez tomber au mauvais moment si entre deux tours, vous avez une annonce négative et que le marché a augmenté. Pour résumer sur les points de vigilance,
et après on aura presque fini. Il y a différents types d'offres. Le plus important, et c'est pour ça que j'ai mis cette slide, c'est de comprendre les offres que vous signez. Signer une offre indexée à Rennes 100%, c'est une offre indexée à Rennes classique. Ça paraît joli sur le papier, puisqu'on aura une offre avec un prix très intéressant. Mais si on n'est pas protégé contre l'écrêtement, on est quasiment sûr qu'on va encore avoir un écrêtement cette année qui sera au-delà des 30%. Si vous demandez une offre indexée à Rennes aujourd'hui, vous allez signer un contrat qui est joli, mais en fin d'année, si le marché remonte à 300 € et qu'on a un écrêtement de 30%, vous allez avoir un budget qui va exploser. Donc ces offres-là, il faut y faire attention. Il faut aussi demander, si vous avez la possibilité, des offres indexées à Rennes, soit minorées, soit avec une protection. C'est des noms qui sont différents d'un fournisseur à l'autre, mais globalement, c'est la même offre. L'idée, c'est d'avoir une offre indexée à Rennes en fonction de votre profil de consommation, mais d'anticiper l'écrêtement. Je prends l'exemple, on a une offre indexée à Rennes avec une protection écrêtement de 20%. Le fournisseur va vous faire une offre aujourd'hui avec les prix du marché du jour et va racheter 20% de votre volume avec les prix du marché du jour. Donc, on est en ce moment à 190 pour 2024. Vous allez en fait anticiper l'écrêtement, ce qui fait que si le marché il monte à 300 € en fin d'année, vous n'aurez pas la totalité de votre budget qui sera soumis à l'écrêtement puisque vous aurez déjà anticipé 20%. Vous payez plus cher que l'indexé à Rennes au moment où vous signez le contrat, enfin vous acceptez de payer plus cher plutôt, mais vous êtes protégé en partie ou totalement d'un écrêtement, ce qui vous permet d'être plus rassuré en fin d'année. Puisque le problème de l'écrêtement, c'est aussi qu'il est connu fin novembre, début décembre. Les fournisseurs ont 15 jours après l'annonce de l'écrêtement pour racheter les volumes. Et très souvent, les courriers pour vous annoncer l'augmentation, ils partent début janvier. Vous n'avez pas provisionné vos budgets. Quand on a un budget qui fait x2 par rapport à ce qu'on avait signé au départ, forcément, c'est très compliqué à gérer. Donc l'idée, c'est de pouvoir l'anticiper. L'offre la plus simple, sinon, c'est le prix fixe marché. Là, il n'y a pas de question à se poser. On signe un contrat sur 2 ou 3 ans avec un prix fixe et il ne bouge plus. C'est le fournisseur qui prendra les risques. Elles sont un peu plus élevées sur le papier au moment de la signature, mais elles vous évitent d'avoir une augmentation en fin d'année. Ensuite, il y a les indexés avec fixation et swap. On en a parlé tout à l'heure. Suivant votre volume de consommation, vous pouvez avoir accès à ce type d'offre. Donc, il faut déjà consommer plusieurs gigas pour pouvoir y accéder. Et selon les fournisseurs, ça peut varier aussi sur le volume. Ou en gros, vous allez fixer plusieurs fois sur le marché en achetant une partie de votre volume, peut-être 25% de votre volume de consommation sur 2024. La fois d'après, le marché a un petit peu baissé, vous achetez 50%, et ensuite vous achetez les 25% restants, peut-être 2-3 mois après. Et le prix moyen que vous allez payer, ce sera la moyenne de ces 3 prises de position sur le marché. Ça, c'est une offre qui existe aussi avec la possibilité de revendre des droits à Rennes. Je l'ai dit tout à l'heure, ça correspond à du swap. Et la dernière, c'est l'offre bloc plus spot, où là, évidemment, il faut un volume de consommation aussi important. Et il faut vraiment analyser ces consommations. Il faut être accompagné pour ce type d'offre pour pouvoir optimiser et en tirer tous les avantages. Si vous vous mettez sur ce type d'offre-là aujourd'hui, mais que vous ne suivez pas bien vos consommations, que vous n'êtes pas ou accompagné par quelqu'un en interne ou en externe, vous allez pouvoir aussi, enfin, vous allez bénéficier de cette offre, mais si le marché flambe et que vous n'avez pas bien couvert une partie de vos consommations, vos prix vont exploser. Donc, il faut pouvoir être accompagné là-dessus. Au niveau de la durée, je l'ai dit aussi, fin du mécanisme à Rennes le 31 décembre 2025. Donc, attention, si vous signez un contrat pour 2026, de bien lire les clauses du contrat. Si un fournisseur vous propose une offre indexée à Rennes jusqu'au 31 décembre 2026, normalement, en 2026, il n'y a plus d'arène si on parle aujourd'hui. Donc, il faut aussi choisir la durée, 12, 24, 36 mois. Plus vous achetez sur le long terme, plus les prix seront lissés. 2025 étant moins cher que 2024, 2026 moins cher que 2025. Si vous signez sur 36 mois, vous allez payer moins cher qu'un contrat 12 mois puisque le fournisseur va lisser vos prix sur les 2 ou 3 ans. C'est un point qui peut être intéressant si l'augmentation est importante et qui est à prendre en compte. Plus vous achetez sur le court terme, plus les prix sont élevés. Et enfin, le dernier point, c'est d'harmoniser vos dates d'échéance au maximum par compteur. C'est plus simple administrativement d'avoir les mêmes dates d'échéance, mais également par année civile.
Pourquoi? Parce que les fournisseurs, quand ils vous proposent une offre, ils achètent sur le marché de gros et le marché de gros, ça s'achète par trimestre, par mois, à l'année. Si vous avez des dates d'échéance qui sont décalées, par exemple le 30 juin, déjà par rapport à l'Arenh, jusqu'au 31 décembre 2025, vous avez une date d'échéance au 30 juin, vous n'avez pas renégocié encore vos contrats. Les 6 derniers mois de 2023, vous n'aurez pas d'Arenh dans votre prix. Ce sera uniquement du prix fixe marché. Et en ce moment, les prix fixes marché pour 2023 sont autour des 200 euros. Donc déjà là, vous allez payer plus cher sur votre contrat à cause de ce fonctionnement même du marché où vous ne pouvez plus avoir d'Arenh pour la partie 2023. Donc l'objectif, c'est d'harmoniser, de retourner sur des années civiles. L'Arenh se vend du 1er janvier au 31 octobre pour l'année suivante. Et enfin, ça regroupe un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Le timing d'achat, il faut essayer de suivre le marché, anticiper l'échéance de ses contrats, ne pas attendre les 2 ou 3 derniers mois à la limite du préavis avec son fournisseur pour négocier. C'est déjà trop tard et vous avez beaucoup moins de plages de négociation, de temps pour négocier un contrat. Le circuit de décision aussi qui doit être assez court. Et enfin, tenir vos données financières à jour. C'est un point qui est important aujourd'hui puisque les fournisseurs demandent ou vérifient vos notes financières. Et certains ne répondent pas. Si vous avez des notes financières qui sont dangereuses pour eux ou même limitées, je donne un exemple sur EliPro qui est utilisé par certains fournisseurs. Au-dessus de 5 sur 10, ils vous répondent. En dessous de 5 sur 10, ils arrêtent de répondre. Peu importe votre volume de consommation. 5 sur 10, ça ne veut pas dire que votre entreprise est à risque. Ça ne veut pas non plus dire que vous avez une mauvaise gestion de votre entreprise. Mais ils n'ont peut-être pas toutes les données financières à jour. Les liasses fiscales, etc., ne sont peut-être pas publiées. Et donc, ils n'ont pas assez de données pour juger de votre fiabilité financière et ils préfèrent ne pas répondre. Ça peut limiter le nombre de fournisseurs qui répondent quand vous avez besoin d'une offre. Et donc, forcément, vous aurez beaucoup moins de poids dans les négociations. J'en ai fini. Si vous avez des questions, c'est le moment. Là, c'est plutôt une slide résumée, le temps qu'on pose des questions Il sur y le avait fait que quelques voilà, questions. Horace peut vous accompagner sur la sobriété, les solutions pour améliorer votre profil de consommation et pouvoir ensuite en tirer des bénéfices sur les futures négociations et les futurs prix que vous allez payer. Et on peut vous accompagner, nous, sur la partie contractuelle et gestion du risque, soit en groupement d'achat, notamment avec Horace, puisqu'on a lancé un achat groupé, soit individuellement, pour vous aider à trouver la meilleure offre, vous aider à comprendre les différentes clauses qu'on peut avoir dans les contrats, pour que vous puissiez vraiment savoir ce que vous signez. Alors, il y a différentes mains qui étaient levées, mais il y avait une question d'Armand Ouinsou. Est-ce possible de connaître sur un contrat la marge commerciale et le pourcentage de couverture de risque? Alors, on peut nous regarder. On n'a pas forcément la marge commerciale exactement, mais je prends l'exemple du gaz, par exemple. Si vous avez une offre gaz indexée, dans le contrat, il est indiqué un P0. Le P0, c'est la marge de couverture de risque que le fournisseur va prendre. L'électricité, c'est un peu moins transparent. Sur le gaz, voilà, c'est clairement indiqué sur le contrat, mais sur l'électricité, vous avez des formules qui sont précisées, avec forcément des lettres à chaque fois qui changent d'un fournisseur à l'autre. C'est un peu plus délicat de trouver la marge du fournisseur sur l'électricité. Par contre, sur le gaz, en indexé, c'est clairement indiqué. Il y avait Aurélie qui avait levé la main depuis un moment. Donc, on va pouvoir donner la main à Aurélie. Tu avais différentes questions. Bonjour, merci. Première question, la semaine dernière, un organisme officiel dont je n'ai pas retenu le nom a expliqué qu'il avait fortement revu à la hausse les prévisions de besoins en électricité à l'échelle globale de la France du fait de la réindustrialisation, qui en soi est une bonne nouvelle. Mais je crois que l'augmentation du besoin à 2030 passe de plus 30% à plus 60%. Et ma question, c'est est-ce que dans dans les estimations ou dans les anticipations de marché, ce paramètre-là est déjà pris en compte ou alors il va être intégré au fur et à mesure des sorties et des mises en production des usines? Il sera intégré au fur et à mesure de l'augmentation de la demande et des moyens de production qui verront le jour. Des fermes solaires, des parcs éoliens,
le nucléaire qui mettra un peu plus de temps, mais on est normalement Flamanville qui arrive en premier trimestre 2024. Ça, c'est quand on sait déjà qu'ils vont arriver, ils sont en partie anticipés, mais on n'est pas à l'abri encore de retard sur Flamanville, par exemple, parce qu'on a déjà plus de 10 ans de retard. Donc, c'est qu'en partie anticipé et ça sera intégré au fur et à mesure du marché et de l'évolution qu'on va pouvoir avoir. Donc, on peut s'attendre à Mais ce que effectivement, structurellement, ça contribue encore à la hausse. oui, bah, forcément, oui, si la demande augmente, c'est RTE qui a fait toutes ces prévisions. Euh, Aujourd'hui, on est quasiment tous certains que le marché ne reviendra pas au niveau qu'on a connu juste avant le Covid, parce qu'on a des coûts de production qui augmentent. On a un approvisionnement, notamment le gaz de schiste des États-Unis coûte plus cher que le gaz russe. Et forcément, au vu de ce qui se passe, on n'est pas prêt de retrouver du gaz russe. Donc, on a un prix du gaz qui va forcément rester assez élevé par rapport à ce qu'on a connu avant. Et les moyens de production aussi en électricité coûtent plus cher aujourd'hui au niveau maintenance, puisque les réacteurs sont vieillissants, les réacteurs nucléaires. Les nouveaux ne sont pas prévus avant 2030-2035 et ont des coûts de production estimés avec le nouveau niveau d'EPR au-dessus des 100 euros. On avait un coût de production pour les centrales nucléaires actuelles autour des 30 ou 40 euros, d'où le niveau de l'Arenh à 42. Les nouveaux EPR, on estime à plus de 100 euros le coût de production. Donc, logiquement, le marché sur le futur descendra difficilement en dessous des 100 euros. Ça reste que des suppositions. Si on a des gros moyens de production et une baisse de la demande ou que de l'équilibre est bien fait, le marché ne va pas s'envoler. Mais il faut quand même essayer de s'habituer au fur et à mesure à ce que notre prix de l'énergie tourne autour des 100, peut-être 150 euros dans les années futures. Merci. Et la dernière question, c'est concernant les contrats d'achat d'électricité, la rubrique puissance souscrite. Est-ce que cette rubrique correspond au peak load que vous avez évoqué tout à l'heure? Non, la puissance souscrite, c'est la puissance de votre compteur, tout simplement, que vous avez besoin pour faire tourner vos machines, etc. Ça, c'est lié à l'acheminement. Donc, ça a forcément un impact sur votre profil de consommation indirectement, mais c'est pas ce point-là qui va déterminer votre peak load. C'est des appels de puissance et volume de consommation que vous allez avoir de façon irrégulière. Donc, il faut analyser la courbe de charge, mais que vous ayez un profil, enfin une puissance souscrite de 70 kVA ou de 200 kVA, c'est pas parce que vous avez 200 kVA de puissance que vous allez avoir énormément de peak load dans votre profil de consommation. Si vous avez cette puissance de compteur, c'est que vous consommez normalement plus de volume qu'un 70 kVA, donc ça peut lisser aussi votre profil. Je ne sais pas si Alors, j'ai été clair, mais en gros, c'est Alors, pas lié, c'est pas ça qui détermine votre pourcentage de peak load. oui, c'était presque dans l'autre sens ma question. C'est-à-dire, en fonction de son pourcentage de peak load, on peut estimer la puissance souscrite optimum à mettre dans le contrat. Hein. Alors, on peut faire une optimisation d'acheminement. Et là, on va regarder vos consommations, on va regarder la courbe de charge sur une année complète et voir si vous avez des dépassements de puissance ou si au contraire, vous n'atteignez jamais la puissance que vous avez souscrit. Mais ça, peu importe votre profil de consommation. Et l'intérêt de l'optimisation d'acheminement, c'est que si vous n'avez pas la bonne puissance par rapport à vos besoins, on va pouvoir la rehausser pour éviter des dépassements ou la baisser pour éviter de payer pour rien. La Mais courbe de ça n'a charge pas étant de lien avec les pics. D'accord, la courbe de charge étant la courbe des points 10 minutes. Oui. c'est ça. Ok, merci. Et donc, ça regroupe le pic, le base de votre profil. D'accord, merci. Bastien avait posé une question juste avant de se déconnecter, du coup, je pense que ça a profité à tout le monde. Enfin, il avait deux questions. La première, c'était comment j'arbitre en tant qu'industriel entre euro-saisonnalité et tarif unique annuel? Ça, c'est la première question. Il faut faire une étude. Il y a des fournisseurs aujourd'hui qui proposent effectivement, c'est une bonne question, des tarifs uniques. Donc, c'est un prix unique et c'est la moyenne des prix sur l'année qu'on peut avoir. Ça évite d'avoir des prix heure pleine, heure creuse hiver qui sont très élevés, puisqu'aujourd'hui, le premier trimestre 2024 se vend autour des 300 euros. Donc, forcément, les heures pleines hiver que vous allez avoir, elles seront peut-être à 300, 350 euros du mégawattheure.
Si ça vous demande de sortir beaucoup de trésorerie, si vous avez une consommation importante en hiver, et ça peut devenir compliqué. Donc l'intérêt du prix unique, c'est qu'il va lisser ce prix. Vous allez payer plus cher en été, puisque les heures pleines, heures creuses été sont logiquement moins chères en offre euro-saisonnalisée. Mais par contre, vous allez payer moins cher en hiver, ça vous évite de dégager beaucoup de trésorerie en début d'année. Donc ça a un intérêt pour certains. Il faut l'analyser par rapport à vos consommations et à votre profil tout simplement. Le prix unique, il a un intérêt si vous avez beaucoup de consommation en heure pleine, donc un industriel qui travaille entre 8 heures et 20 heures principalement, et qui a peu de consommation en heure creuse. Si vous commencez à avoir beaucoup de consommation en heure creuse, le prix unique n'est pas forcément intéressant puisque les prix euro-saisonnalisés vous proposeront des heures creuses forcément moins chères. Et donc, il faut étudier en comparant les offres pour voir laquelle solution est la plus intéressante. Mais dans pas mal de cas, le prix unique vous permet d'économiser au final sur une année. L'autre question, c'était est-ce que je peux créer un groupement avec 2 entités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre? Ça, on y a Oui, partiellement répondu, puisque du coup, oui, tu vas oui, parce rapprocher que les profils, justement pour mieux acheter sur le marché, tout en sachant que exactement. chacun est responsable aussi de son mode de consommation, comme tu l'as souligné. Et puis dernière Mm. question de Bastien, et puis je passerai la main sur la question, il y a une main levée depuis tout à l'heure. L'évolution des taxes sur l'énergie, CSPE, TURP, migration des taxes sur l'essence vers l'élec en 2030. Est-ce que toi, tu as des infos sur ces parties-là? Alors non, pas à cette échelle-là. Une information que je peux quand même donner, c'est que pour l'instant, la CSPE repassera à 22,50 € à partir de février 2024. C'est la première mesure qui a été mise en place par l'État l'année dernière pour un premier bouclier tarifaire, où elle est passée de 22,50 € à 50 centimes. Donc globalement, ça a fait baisser les taxes représentées entre 25 et 30 de votre facture. Elles sont descendues à 5 en supprimant cette taxe. Pour l'instant, cette mesure s'arrête en février 2024. L'État doit parler à partir de l'automne pour savoir s'il prolonge les aides au niveau pour les entreprises ou s'il les arrête. Mais à ce jour, dans les budgets que vous pouvez estimer, il faut reprendre en compte que la CSPE va repasser à 22,50 € en attendant de nouvelles annonces de l'État pour ce sujet. Et forcément, ça va avoir un impact sur vos prix. C'est la seule mesure que j'ai. Après le reste, j'ai pas encore d'informations sur les taxes. Je passe la main à Monsieur Buzyn pour une dernière question. On a dépassé le timing, mais c'est pas très grave parce que tout le monde est intéressé. Dans le groupement, donc concrètement, quand on se dit, bon, OK, on va faire un groupement d'achat, on est censé, quelque part, vous négocier pour le groupement et ensuite, si le prix nous intéresse, on y va ou quoi qu'il arrive, on a signé pour un groupement, il faut s'engager sur le prix, comment ça fonctionne exactement? Non, alors, on n'impose rien. Dans le fonctionnement qu'on a pour les achats groupés, vous vous inscrivez, on réalise l'étude des profils, on constitue les lots. Donc, on n'aura pas forcément non plus les mêmes fournisseurs en fonction des différents lots de consommation et des types de compteurs. On vous envoie une première offre indicative, peut-être une deuxième également, suivant la taille du groupement, l'évolution du marché au moment où on a demandé les offres. On vous envoie une offre indicative pour que vous compreniez le type d'offre qu'on a négocié, les prix qu'on a pu obtenir, le fournisseur aussi qui a remporté l'appel d'offres. Certains seront plus frileux à changer de fournisseur. Donc, on vous envoie une offre indicative qui vous permettra de prendre une décision. Si vous êtes satisfait par ce qu'on vous a apporté, c'est une offre indicative, donc c'est pas signé. Là, à ce moment-là, vous signez un mandat pour qu'on puisse valider le contrat cadre, donc vous intégrer dans le périmètre définitif et valider le contrat cadre ensuite en réactualisant l'offre et demandant l'offre définitive. On est obligé, dans le cadre d'un groupement aujourd'hui, de demander un mandat puisque les offres sont valables à la journée. Et que si j'ai 30 entreprises, j'aurai jamais les 30 disponibles le même jour pour me dire oui ou non. Donc, Mmh. on envoie les offres indicatives pour que vous ayez une idée. On vous envoie le mandat. Si vous n'êtes pas satisfait, que vous préférez attendre, peut-être repasser dans un autre groupement plus tard dans l'année, mais que vous n'avez pas envie de vous décider maintenant,
vous ne renvoyez pas le mandat et dans ce cas-là, vous n'intégrez pas le périmètre définitif. Et là, on reprend contact un peu plus tard. Si vous Et renvoyez le dans mandat, les offres, dans ce cas-là, on valide. j'ai bien compris. Dans les offres de Ouais. groupement, il y a tout type, d'offres. C'est-à-dire que c'est des offres Alors, indexées, c'est des offres, vous avez aussi c'est du spot, vous avez tout non, ou c'est ce que non? j'allais dire. Mmh. C'est les offres principalement de l'indexé à Rennes avec protection écrêtement. Mmh. Mmh. Euh, Peut-être une offre prix fixe si on voit que le marché redevient plus intéressant. Par contre, pour les offres bloc plus spot ou indexées avec fixation et revente des droits à Rennes, là, il faut que ce soit des offres individualisées vraiment à votre profil. Parce que ça devient des enjeux, des volumes qui sont importants. Si on prend Ouais, typiquement du bloc plus spot, on ne peut pas mettre deux entreprises ensemble puisque vous n'allez pas consommer de la même façon. Et donc, la couverture en bloc qu'on va pouvoir acheter, elle est totalement différente d'une entreprise à l'autre. Donc, pour ça, on reste sur des offres individuelles. C'est plutôt très les bien. offres basiques, indexées à Rennes avec protection ou prix fixe pour les groupements. Il y a Et toujours une dernière limite, question, malheureusement, au comment groupement. vous vous rémunérez? Alors, par l'aide de mission, Oui. sur la partie gestion de l'appel d'offres, allotissement, accompagnement dans la négociation des contrats. Et ensuite, en fonction des fournisseurs, aujourd'hui, on travaille avec tous les fournisseurs, y compris des fournisseurs qui ne nous rémunèrent pas. EDF, Engie, Total, par exemple, on n'a pas d'accord avec eux. EDF ne rémunère aucun courtier de toute façon. C'est pas dans leur fonctionnement. Et depuis qu'ils ont été renationalisés, je pense que ça va pas changer. Donc, la lettre de mission nous permet d'amortir le temps qu'on va passer. Et en fonction du type d'offre, c'est soit une lettre de mission sur la négociation du contrat, donc c'est une lettre de mission simple. Soit vous avez une offre, par exemple Bloc plus Spot, qui là nécessite un accompagnement sur de la stratégie d'achat. Et dans ce cas-là, on a deux lettres de mission. Une pour la négociation du contrat et une pour l'accompagnement sur le temps qu'on va passer. Ce sera peut-être un rendez-vous par mois pour suivre le marché, prendre des positions, etc. Et donc on fait un rendez-vous, on estime le temps nécessaire pour vous accompagner, vos besoins aussi. Et en fonction du temps passé, on dit c'est tant euros de l'heure et on valide ou non la lettre de mission qui sert de devis, en fait. Très bien, j'ai compris. Pour renseigner Madame Céline Turmoroca, pardon, les achats groupés sont valables pour l'électricité et le gaz. C'est ça, hein, Oui. on est bien d'accord. Ok. Le gaz, il y a moins d'impact. Là, on a beaucoup parlé d'électricité parce qu'il y a des différences en fonction des profils de consommation. Pour le gaz, c'est surtout le volume qui permet d'intéresser des fournisseurs qui répondent qu'à partir d'un certain volume de consommation. Donc, il y a un petit peu moins d'impact puisqu'il n'y a pas autant d'écart entre du pic, du base. Le gaz, c'est vraiment différent. Mais effectivement, le groupement permet, avec du volume, de négocier des meilleurs tarifs. Pour clôturer ce webinaire, et vous aurez la possibilité, question pour Nathan, est-ce que le support, tu accepterais de le partager, sachant que j'ai enregistré ce webinaire, on va aussi le repartager. Tu nous Oui, diras ce qu'il oui, est possible de faire, et on fera suivre aux participants en fonction de ta décision. pas de souci. Juste pour terminer, petit rappel, si vous êtes disponible, on serait ravis de vous rencontrer, en tout cas de vous recevoir le 22 juin à La Roche-sur-Yon dans les locaux de la CCI. Nous organisons l'Aura Synergie Tour 2023 avec la présence du navigateur Marc Tiercelin. Programme sur une matinée où beaucoup d'informations, un petit peu comme ce qu'on a vécu ce matin sur des interrogations des entreprises. Et l'idée, c'est de vous amener vraiment sur les rails en fait, de la maîtrise de l'énergie pour que vous puissiez à la fois bien acheter, c'est ce qu'on a souligné, hein, la maîtrise du profil passe par, c'est quasiment le point central en fait, de l'achat, de la performance, de la décarbonation. Donc, chose vraiment à prendre en main avec vos compétences, avec vos connaissances, mais aussi peut-être avec l'appui d'Horace au besoin, n'hésitez pas en tout cas. Ça, c'est un premier point. Donc, Laura Synergie Tour, on sera ravis de vous recevoir. On vous accueillera également pour le déjeuner et on pourra longuement discuter. Vous pourrez rencontrer également tous les experts qui seront présents ce jour. Nathan sera présent, mais il y en aura aussi beaucoup d'autres qui seront là aussi pour répondre à vos interrogations, vos questions. Et puis, tout le programme d'animation comme ce webinaire que vous avez vécu ce matin, n'hésitez pas à les consulter parce qu'il y a d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. On va essayer
de rendre nos sujets toujours les plus intéressants et les plus attractifs possibles pour que vous puissiez vous en servir. Vous avez vu le transfert de pédagogie, c'est ce qu'on vise en fait à travers les webinaires, mais également sur les ateliers, sur les rencontres entre adhérents chez Horace pour pouvoir partager le retour d'expérience et expériences techniques. N'hésitez pas à aller consulter le programme et puis sinon, rapprochez-vous de l'équipe d'Horace pour toutes vos questions. On sera ravis de vous donner les informations qui vous sont nécessaires. Merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Merci Nathan de ta Merci à tous, pédagogie j'espère que et c'était de ta assez clair. compétence. Et puis j'espère que vous trouverez une suite intéressante à votre contexte d'entreprise. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Merci À bientôt, au beaucoup. revoir.